radio en mai. Créer, c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne se tiendraient plus. Il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort, d'abord. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Dans l'espace francophone, français, le corps du garçon noir est extrêmement en danger. Il s'agit de famille d'une certaine manière dans cette 5e émission Radio en mai qui suit les spectacles du festival. On sort du spectacle Héritage qu'on vient de voir. Les interprètes se sont rapidement changés, dépêchés pour nous rejoindre et pour qu'on puisse en parler. On est donc ici à l'Athénéum en compagnie de l'actrice principale, le premier rôle qui inspire toute cette histoire du spectacle Héritage, Jo Libertio, accompagnée ici pour l'instant avec Pauline Sikedji qui chante et qui fait la musique qui accompagne, pendant que votre fils nous rejoint tranquillement. Cédric écoute. Votre fils qui est le 4e de vos enfants, puisque vous avez eu 4 garçons, oui. Mais qui peut-être, on se dit, à voir votre spectacle, que c'est peut-être aussi une fille, une partie féminine, comme s'il avait aussi eu envie de vous combler, comme toutes les mères veulent aussi peut-être parfois avoir des petites filles. Mais on lance l'histoire. Purcell, c'est la musique des princes, des royautés, des royaumes. C'est un petit peu la place qui vous est faite. En fait, le théâtre, c'est un trône pour vous. Est-ce que vous avez été surprise, Jo, quand votre fils est venu vous voir pour vous demander de faire ce spectacle qui serait consacré à votre vie? J'ai été surprise, mais j'ai tout de suite dit oui. Oui, pas étonnée. Non, parce qu'on avait déjà joué une pièce avant et puis même je voulais lui faire... Il me rendait hommage déjà. Une chose, c'est un cadeau. Oui. C'est un fameux cadeau pour moi. Oui. Et je voulais faire partie, quand j'ai lu le scénario, je voulais absolument je voulais le faire, il n'y a rien à... Oui. Alors, on suit vraiment votre vie de la naissance à aujourd'hui. C'est un parti pris, c'est vraiment un règne, en fait. Et on voit bien que vous avez traversé plein d'époques très distinctes. Entre votre enfance, oui. À Namur, oui. C'est aussi toute une société qui défile. Oui, oui. Parce qu'il y a une maison, une époque. Oui. Il y a une maison dont on ne voit pas l'architecture, parce que dans ce spectacle, les maisons où vous avez habité traduisent en fait, c'est le décor d'une société. Il y a une maison, la première maison. Donc vous êtes une jeune fille. Vos parents sont commerçants pour votre mère. Et votre père est entrepreneur d'électricité, une entreprise. À quoi ressemble la maison de votre enfance? C'est une fermette. C'est une fermette en longueur avec 10 arts de jardin et voilà. Avec un jardin en contrebas. En contrebas. Tu l'as décrit au début un petit peu. Ah oui, avec un jardin en contrebas, on n'est pas à la rue, quoi. On n'est pas au pignon des rues. On est dans le fond et on a un jardin de 10 arts. Et papa, à ce moment-là, il est encore ouvrier. Et puis maman, elle n'a pas encore son commerce à ce moment-là. Mais on quitte cette maison à 8 ans parce que mon père s'installe comme... patron à son compte. Et alors là, maman, elle reprend un commerce et on vit là où il y a le commerce. Et papa fait dans une certaine pièce ou ça son atelier.
Et voilà. Parce que les maisons, vous les situez, vous choisissez Cédric, donc fils, j'ai failli dire père, parce que c'est un peu enfanter sa mère que de lui donner un rôle. C'est des garçons. Je lui donne pas le rôle, elle est elle. Oui, quand même, mais vous lui donnez un rôle sur scène. Je lui donne une place. Une Une place. Mais je trouve pas que c'est un rôle, c'est elle. C'est moi. Je lui demande pas de jouer son rôle. Je n'ai même pas de... Comment je n'ai pas de texte. Hein. Je n'ai rien. Comment ça, vous n'avez pas de texte? Elle a pas de J'ai texte. pas de texte. Je dis ma vie et je n'ai pas de texte parce que je sais ce que je vais dire. Oui. Donc j'ai pas besoin de... Enfin, je sais. Ah, Regardez. Non, mais je connais le- ma vie. C'est ça que je veux dire. Je m'exprime mal. Je connais ma vie. Oui. Et par les questions que aussi Cédric me pose, voilà. Et quand j'oublie un début de phrase aussi, j'ai Eulalie qui me souffle le début de la phrase parce que je peux aussi avoir... Ou qui te guide. Qui me guide. Parce qu'il y a pas, c'était Il y a très pas de important pour souffleur. moi de pas... C'est pas du tout. J'avais déjà travaillé avec maman où elle jouait un beaucoup plus petit rôle dans mon spectacle précédent et où elle jouait le personnage de la mère, de ma mère, mais elle jouait un personnage de mère. Et c'était un stand-up en anglais sur le démantèlement de l'Europe qu'on a tourné un peu partout en Europe. Et maman était sur scène et cuisinait des frites et elle représentait donc ma mère. Et moi je parlais du Brexit en faisant un parallèle entre le divorce de mes parents puisque mon père était flamand et ma mère wallonne. Et voilà, c'était un spectacle un peu absurde où j'étais habillé en chevalier et tout ça, enfin très Don Quichotte, enfin voilà, qu'on a pas mal tourné. Et donc ça m'a donné l'idée de... Je me suis dit qu'elle avait une prédisposition au plateau qui était pas mal, mais quand même avec le danger qu'il peut toujours y avoir, une sorte de récitation, quelque chose comme ça, même quand enfin voilà, ça reste quand même un métier, ou c'est pas un métier, j'aime pas dire ça, il y a des gens qui ont la spontanéité, elle a une spontanéité naturelle, comme vous avez pu le voir, et c'était très important pour moi de la garder. Donc on a fait un très 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 long travail avec Eulalie qui était là, et aussi mon dramaturge dont je parle au début, Niels. On lui a envoyé 165 questions sur sa vie. Et puis après, on a vécu pendant 3 semaines chez elle, avec Eulalie et mon dramaturge. Et elle nous a raconté toute sa vie en partant des cuisines dans lesquelles elle avait vécu, parce que moi, je trouve ça intéressant de parler de la cuisine, parce que c'est le lieu familial, c'est le lieu dans lequel, normalement, des fois, on se livre, etc. et tout. Et donc, de partir de quelque chose de descriptif, de matériel, pour en fait, petit à petit, parler de quelque chose d'intime. Et à partir de là, on a construit un texte, on a construit une dramaturgie à travers des questions et on a choisi avec Eulalie et Niels, tiens, on voudrait qu'elle dise ça ou qu'elle dise cette chose-là. Et donc à partir du moment où on l'a retrouvée, on s'est mis à répéter et où Pauline est arrivée aussi, on lui disait, bon ben voilà, donc t'es né quand ? Et alors, vous avez vu, elle parle, hein, alors elle fait, je suis née en 45, et tu vois, c'était au mois d'octobre, il faisait moche, nanana. Oui, excellente mémoire, voilà. tous les détails, On lui dit, non, mais on va reste peut-être juste sur 45, la date... Et comme ça, mais j'ai jamais voulu lui dire tu dis ça. Oui, Je disais tu dis ça. Alors ça la paume parce qu'en plus, ce qui est très compliqué avec maman, parce qu'il faut et des... vous pouvez intervenir, madame. Hein. Oui, mais j'écoute. Elle connaît par cœur Je l'histoire. connais par cœur. C'est qu'elle a une Je ne vais très... pas le contredire. C'est qu'elle a une très bonne mémoire et les grandes qualités peuvent avoir ses défauts sur un plateau. Donc du coup, il faut tout le temps casser cette mémoire pour que justement, elle ne revienne pas. Donc Eulalie ne fait pas que de dire les débuts de phrases. Ouais. Aussi, des fois, elle dit « va là » ou « fais ça » ou « non », et elle dit une phrase comme ça, elle coupe et elle dit, et voilà. Donc Eulalie sert aussi à la perdre. Oui, c'est ça, pour garder en permanence la spontanéité, le naturel, Oui, parce que ça, et finalement rajouter des obstacles encore et encore. C'est super important les accidents au théâtre. Moi je trouve ça ennuyant les spectacles sans accident. C'est pour ça que je travaille avec ma mère. Je travaille avec plein d'autres gens. Je suis d'abord un acteur, mais je suis un acteur qui fait des spectacles. Mais j'aime beaucoup les accidents. Je trouve que c'est là qu'on voit apparaître un mouvement de vie. Sinon c'est figé. Après j'aime beaucoup le théâtre aussi figé. J'aime beaucoup plein de choses. Mais ce que moi j'ai envie de faire au défense, c'est ça. Oui, on a vraiment l'impression. D'ailleurs, quand on arrive dans le spectacle, on comprend le temps est donné. C'est-à-dire que vous êtes sur scène.
tous les interprètes sont sur scène, et peut-être même plus de l'équipe, et vous parlez naturellement, voilà, entre vous, on va assister à une représentation qui, en tout cas, se présente sous un mode comme ça, très naturel, très décontracté. On verra évidemment au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de choses qui ont été calées, précisées. Il y a une bande-son qui suit les époques aussi, d'une certaine manière. Pauline, vous êtes donc chanteuse classique. Oui, c'est ça. Mais aussi là pour la première fois au piano, enfin sur scène. Ah oui, alors moi je suis pas pianiste du tout. Et Cédric cherchait une pianiste. Et je sais pas, ça... Enfin, c'était pas que ça que tu cherchais, il y avait, je sais pas, il y avait une présence, il fallait aussi une forme de familiarité. Moi, ce qui a aidé aussi, c'est qu'on se connaît très bien et que tu voulais travailler en famille, quoi. Et du coup, je lui dis, écoute, moi, je suis pas pianiste, mais je me considère comme pianiste. Oui, je suis chanteuse d'opéra. Classique, d'opéra, oui. On peut vous entendre, c'est très beau. Ouais. C'est ce Purcell qu'on écoutait à l'instant. Oui, alors là, on a sur les paroles magnifiques réécrites de Cédric. En plus, tu as écrit ça en 2 secondes. Hein. C'est ça qui est... Et c'est resté. Qu'est-ce qu'elles disent, les paroles là? Les paroles, elles disent... Oh là là, c'est un exercice toujours hyper dur quand on nous demande de dire le texte. Alors sans la musique. Alors que d'habitude, on le chante. Je t'ai dit que je ne voulais pas voir ton nombril en Bermuda. Sur du Purcell. Ouais. Aller en surprise party avec des garçons à tout va. Il y a des super rimes. Voilà, sur du Purcell. Voilà. J'ai écrit ça très vite. C'est la bande son. Alors il y a des époques parce qu'il y a les premières musiques que vous écoutiez, Jolie Berthiaud, que je connaissais pas du tout. La première que vous. Mais il y a Étoile des Neiges. Ah oui, c'est Moulin des Amours. Voilà, Moulin des Amours. Mais j'ai honte, je Moulin sais même des pas qui a Amours. écrit ça. Oui, ça c'est Moulin des des musiques qu'on Amours. entendait. Oui, ça complètement. C'est vraiment l'époque. Ça, mais après, là, on c'est est pas dans les évident années pour moi 60. parce que moi j'ai l'habitude de Moulin lire des la Amours, musique. j'avais 8 ans. Ouais. Moulin des Amours. D'accord. Mais il n'y a pas de partition, par exemple, de ça. C'était un travail pour moi de retrouver... Du coup, j'ai dû retranscrire, mais c'est pas mon métier non plus de faire ça. J'ai réécrivais les accords que j'entendais avec les moyens du bord. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Oui, il y a un peu la playlist d'une époque. Hein. Donc cette musique-là que moi je connaissais pas. Ah oui, après il y a quand même Purcell et tout ça. Enfin, il y a des morceaux aussi classiques qu'on voulait pas. Oui, il y a du spécialement Mozart, juste du appuyer le Purcell. propos. On n'a jamais joué. On n'a jamais pensé à jouer Étoile des Neiges. C'était important de L'idée, trouver c'était un pas, chemin. Ouais. c'était pas de faire de l'illustration. Il y a cette première chanson, mais ensuite c'était vraiment la rencontre entre nos univers. Et le mien, en vrai, les morceaux classiques que j'utilise pour le spectacle ne sont pas du tout dans la vie de Jo. Pas du tout. Elle a jamais écouté Non. ces morceaux-là. Mais bon, on a trouvé un moyen de se rencontrer petit à petit. La présence de la musique pour moi était importante dès le départ, puisque comme j'étais face à quelqu'un qui on en a parlé plein de fois, donc il y a pas de souci, mais qui va pas facilement parler du conflit, qui va tout enjoliver, tout trouver merveilleux, tout arranger, tout, c'est ce que le spectacle raconte. Et donc du coup, je voulais vraiment que toute la première partie, sur 1h15 de spectacle, 1h20, il y a 1 heure de musique. Donc c'était important pour moi que cette musique soit tout le temps présente et qu'elle s'arrête au moment où on dit parle. Enfin, la vie, elle n'est pas que ça. Et aussi, elle avance avec... C'est pas que la musique qui change, c'est surtout les instruments. C'est-à-dire qu'on a le piano, et puis à un moment où la maison arrive, il y a une première radio, qui est une radio 70, dans laquelle on entend le générique de Ma sorcière bien-aimée en boucle. Et puis après, il y a le Ghetto Blaster du début des années 80 qui sort avec ABBA. Et donc il y avait cette idée aussi d'évolution de ce qu'on utilisait, de ce qu'elle a utilisé, parce que comme elle le dit, t'avais tout. Ben oui. Super 8, oui, j'avais tout. La totale. Oui, bah c'est sûr qu'on voit qu'une époque où ça a été l'époque de la surconsommation électrique, et c'est incroyable, tous les appareils électroménagers que vous avez pu avoir. Et ça, vous le dites sur la musique de Ma sorcière bien-aimée qu'on va se remettre dans l'oreille. Et si vous voulez, on peut lister un peu les appareils qu'il y a chez vous. Alors... Il y a un chauve dans l'oreille. Il y a un chauve biberon, je peux t'aider si tu veux. Mais pour commencer, il y a un fer à repasser.
Ensuite, il y a un sèche-linge. Après le sèche-linge, il y a un aspirateur. Et là, Eulalie dit dans l'oreille de maman électrique. Électrique. Et elle dit électrique. Oui, électrique. Ensuite, il y a des tacs électriques avec une hotte électrique. Ça, c'est avec classique, aussi un grille-pain électrique. Et aussi un couteau électrique. Ça, Et c'est un couteau incroyable, quand électrique. même. Et alors, on provoque des accidents, Un presse maintenant, des agrumes objets électrique. qu'elle n'a pas prévus. On lui fait, mais c'est quoi ça? Ah oui, Alors, et elle ça me fait, perturbe, hein, comme il me perturbe dans la chanson de Marina, quoi. Hein. Je connais par cœur, mais alors une fois qu'il me dit ah, c'est fini, ça part, je ne sais plus où je reprends. Vous êtes quand même une femme qui inspire le sourire, l'admiration et la joie de vivre. Ah oui, mais Ça ressort énormément. Vous êtes une, comme le dit Cédric, écoute. écoute. Et chaos. Écoute. Mais écoute, ça Le marche. père était flamand. Je travaille en France et je vis en partie Oui. en France, j'ai l'habitude. Vous êtes une battante. Voilà, Ah oui. heureuse. Et c'est vrai qu'il y a un mouvement de vie et c'est vrai qu'on vous voit. Alors, c'est une énergie phénoménale que vous avez déployée et en même temps une grande modestie. Parce que c'est aussi ça que vous, moi, vous semblez dire, Cédric. Je pense impossible n'est pas français. Tout est possible, si on le veut. Et si on... Voilà. Je dis toujours, ça va aller. Impossible n'est pas français. Voilà. Pour moi, c'est ça. On voit le public extrêmement touché quand il assiste à ce spectacle parce que c'est vraiment... c'est extraordinaire d'avoir un fils qui fait un spectacle comme mais ça. c'est un cadeau qu'il me fait là. Hein. C'est un cadeau. C'est vraiment avoir... Et mes autres enfants sont aussi heureux que moi parce ils disent, mais quel cadeau ils t'as fait, c'est fou. C'est fou, hein. Après, un ça hommage avant que je ne meure. C'est vrai. Oui, mais c'est pas que ce ça. que vous dites quand même Oui, dans oui, l'ouverture. je sais, je le dis au départ, Mais je le on fais le exprès, ressent. comme ça on ouvre les robinets, tout le monde pleure au début, ou à sa petite larme, et puis après on peut rentrer, quoi. Mais oui. Mais c'est pas... oui, c'est un hommage, mais c'est un hommage... Enfin, de toute façon, vous l'avez compris, mais fait par des gens de théâtre, parce que si je voulais faire un hommage, j'aurais fait un discours, j'aurais écrit un truc et je l'aurais fait en privé à ton anniversaire ou à je sais quoi. Tu m'as déjà fait beaucoup de textes. Hein, et mes frères pour aussi. mes anniversaires. On aime bien ça dans la Et famille, mes mais frères c'était pas ça l'idée. C'était que je me disais que j'ai vu que c'était le bon prétexte pour parler justement d'une époque, aussi de ce type de femme, et aussi d'un discours qui m'avait beaucoup fatigué et que j'ai beaucoup connu quand j'étais enfant, ou que moi, en tant qu'homme de 45 ans, quand maintenant on nous remet à très juste titre en question sur le fait qu'on a une manière de parler, de savoir tout mieux que tout le monde. Enfin, c'est vraiment fatigant le nombre de fois où j'ai vu des mères, des grands-mères, des voisines en train de parler. On va pas dire ça parce que papy peut pas supporter, on va pas dire ça parce que tonton. Et c'est toujours les hommes qu'on protège. Bon, ça c'est un exemple, mais parmi 12 000 que je peux dire. 12 000. Et moi, je suis homosexuel, donc j'aime les hommes. Et j'aime les femmes. Je veux dire, donc j'ai rien contre les hommes, c'est ce que je dis dans le spectacle. Mais c'est insupportable parce que c'est une vérité. Quand les gens s'énervent sur le fait de dire « Oh, arrêtez de déconstruire », mais tais-toi, s'il te plaît. Regarde déjà rien que votre président. Et voilà, je veux dire, ils sont tous à déconstruire. Et et moi aussi le premier. Donc je veux dire, c'était un bon prétexte aussi pour pouvoir parler de ça, mais d'une manière qui moi me parlait, parce que j'avais pas envie de parler d'un sujet qui évidemment est à la mode, qu'évidemment on voit beaucoup, qu'évidemment on en parle beaucoup, mais moi je m'en fous. En plus je suis un acteur, mais je me disais, tiens, ça j'ai envie de le dire. Ça, à travers elle, je pense qu'on peut en parler, qu'on peut justement dire qu'on peut être un homme. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit au début, si je peux me permettre. Je ne suis pas la fille qu'elle n'a pas voulu. Elle n'a jamais voulu de fille, d'ailleurs. Jamais maman. voulu de fille. Et en plus, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'accepte ma part de féminité et que je la raconte dans le spectacle. Et c'est pas parce que je suis homosexuel que j'accepte ma part de féminité. Ça n'a rien à voir. J'ai rien de parfait. Je suis insupportable. C'est pénible de travailler avec moi par moments. Je suis vraiment dur et tout. Mais voilà, donc c'était tout ça qui faisait. Parce que c'est sûr qu'il y a l'hommage, c'est sûr qu'il y a le... Mais comme on dit, toutes les choses qui sont racontées en dessous, c'était ce qui me guidait. Parce que je reste c'est un peu énorme, ça. Une personne qui fait du théâtre, voilà, qui essaye.
Non, mais c'est vrai, indépendamment de mon introduction qui a été relativement j'étais pas foireuse. fâché, hein. Non, mais Mais ça je suis commençait tout à mal. fait d'accord. Mais je me dis, oui. Non, mais parce qu'il y a aussi, dans le fait de mettre sa mère sur scène, peut-être, des espoirs et des rêves partagés. Bien sûr, non, mais Donc, je suis d'accord, je plaisante. Hein, il y a peut-être aussi dans moi. cette belle femme qui arrive, oui, avec des talons aiguilles et donc qui est visible, peut-être chez vous aussi, Joe, le désir d'être vu. Ah oui. Quand Oui. on s'habille Mais aussi élégamment, Et puis mon métier qu'on a arrive fait avec ça. sa belle voiture, Bon. vous êtes une femme qui ne craint pas d'être vue. Mais non, mais parce que, étant coiffeuse, moi j'adore les gens. Donc moi, vous savez, j'écrirais un bouquin comme ça sur ce qu'on m'a raconté dans mon salon de coiffure. Hein, et ça m'amusait, moi. Et quand c'était triste, j'étais un peu la mini Grégoire de la personne... vous n'avez pas connu Mini Grégoire, mais elle rentrait dans les salons, et dans les maisons, et elle disait il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, et elle encourageait les gens à faire ci et ça. Et bien moi j'entendais et je rassurais, voilà. J'étais un peu psy. Oui. Mais j'ai bien aimé tout ça, moi. Autre spectacle qui traite de la famille avec un point de vue différent, forcément, qu'on a pu voir ici, à Théâtre en Mai, le spectacle Le Yinche. On est allé les voir, ils nous expliquent leur travail. J'ai 11 ans, je rêve de chien. Depuis toujours, je rêve d'un chien, n'importe quel chien, toujours de chien. Eva Doumbia. Alors le sujet de la pièce. Le premier sujet, c'est la famille. Le premier sujet, c'est la famille, et c'est cette famille-là, parce que c'est une famille française, c'est une famille afro-péenne. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, donc je fais du théâtre depuis que j'ai 14 ans, et j'ai jamais vu ma famille sur scène. Bon, ceci dit, ma famille, c'est pas celle-ci. Là, c'est la famille de mes cousins. Parce que ma famille, elle pourrait être représentée dans d'autres spectacles après. Mais parce que moi, ma famille, elle est métisse, elle est mélangée. Je suis fille d'un couple mixte, donc c'est encore une autre histoire. Mais il y a quand même des personnages qui sont là, qui sont des personnages de ma famille. En fait, j'ai pris une partie de ma famille pour raconter ça. Mais cette partie-là, en fait, elle n'est jamais représentée. Ou alors, quand elle est représentée, elle est moquée. En fait, au tout départ, le premier geste, en fait, c'était, je me disais, il n'y a pas eu de Cosby-Show français. Un truc où les gens ils se marrent parce qu'ils se reconnaissent. Et ensuite il y a eu, c'est superposé la question de la violence sur le corps racisé en général et sur le corps noir en particulier, et sur le corps noir masculin en particulier aussi. Cette violence qui s'exerce aussi sur le corps féminin noir d'une autre manière, c'est-à-dire elle n'est pas assassinée dans l'espace public, mais son corps est hyper sexualisé. Donc cette violence-là, et puis la violence à l'intérieur même de la famille aussi, et des relations en fait. Et quand j'écrivais, je me souviens, mon père, il me racontait des histoires au fur et à mesure, parce que j'avais une relation très compliquée avec mon père. Il était très patriarcal. J'ai passé toute mon adolescence à me révolter, à répondre, à prendre des coups. Et en fait, il a fallu du temps pour comprendre en fait d'où ça venait. Donc il y a cette famille qui n'est pas représentée, et puis il y a ces corps qui sont pas représentés, cette poétique, cette manière de penser aussi, et puis le désir de dire en face, sur un plateau de théâtre, nous sommes là et nous pensons comme ça, nous pensons notre situation. Je crie, me retourne, saute vers la masse uniforme et soudain ça déflagre en moi. J'implose et c'est innommable. Surprise de ma faim, je deviens un instant, un infini instant, celui des larmes. Le Yinche, donc là on vient d'entendre Souleymane Sylla dire un extrait du texte qui a été écrit par Eva Doumbia pour évoquer une histoire qui est personnelle dans un style qui lui est donc personnel, qui alterne des scènes de vie quotidienne et des textes sous forme de monologues de nature plus composée, plus écrite. Chez vous, le parti pris est différent, Cédric. Vous prenez des collages de vie réelle, des photos, et un texte qui s'invente dans une quotidienneté au plateau. C'est ce qu'on vient d'entendre. Il n'était pas question d'écrire, à part un texte que vous avez écrit et que vous dites, qui finit le spectacle, il n'était pas question de préécrire d'une certaine manière la scène.
Non, absolument pas. Je voulais pas, ça m'intéressait pas. Je voulais pas cadenasser ma mère. Et puis, pour parler littérature et très grande littérature, il y a plusieurs personnes qui m'ont fortement influencé. Bon, quand on travaillait sur enfin moi en tout cas, comme je le dis, hein, je suis un acteur qui travaille avec plein de metteurs en scène. Et j'ai fait un spectacle précédent, ça c'est mon deuxième. Et quand j'ai travaillé le précédent, ma mère, comme elle l'explique, elle l'explique pas, mais comme vous l'avez compris, elle a perdu son mari il y a 3 ans, Simon, qui était mon beau-père depuis 25 ans. Et c'était la première fois que j'étais confronté au décès d'un parent direct. Donc, pour ceux qui ont vécu ça, c'est quand même un événement dans la vie. C'est-à-dire, on se dit, bon, d'abord c'est violent, puis après on se dit aussi, ça nous confronte à notre propre mort, parce qu'on se dit, voilà. Et puis, donc voilà, je l'aimais beaucoup. On connaissait, toute l'équipe ici le connaissait très bien. Et voilà, il nous a quittés. Il avait un Alzheimer. Et à ce moment-là, j'ai lu le livre, parce que je commençais à découvrir, c'était il y a 5-6 ans, d'Annie Ernaux, Une femme, et où elle parle de l'Alzheimer de sa mère, et qui est un livre magnifique. Et dans le livre, l'introduction du livre, elle dit qu'elle va essayer d'écrire en essayant de rester en deçà de la littérature. Et j'ai eu l'occasion de voir une conférence d'elle où elle lisait cet extrait, qui était déjà mon extrait préféré, que j'avais déjà choisi pour mon dossier pour le spectacle. Et donc j'écoutais, je pleurais en écoutant Annie Ernaux dire ça. Je sais pas, c'était en 2018-19. Et puis elle dit que les gens l'avaient attaquée à l'époque parce qu'ils disaient que c'était prétentieux d'avoir écrit ça, d'avoir dit qu'elle voulait écrire en deçà de la littérature. Alors que justement, elle fait tout à fait le mouvement inverse. Elle dit que je vais parler d'un truc tellement intime que je vais essayer d'être en deçà. Et donc moi, qui est très loin du talent de Annie Ernaux, mais qui est quelqu'un que j'admire, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'elle dit. Eh ben, si j'essayais de rester en deçà du théâtre. Et je me suis dit, comment on va rester en deçà du théâtre ? En préparant, mais en n'écrivant rien de ce qui la concerne, et on va aller chez elle. Et donc j'ai parlé avec mon dramaturge, Nils Hartmann, qui est un dramaturge allemand de la Schaubühne, qui est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé avant, qui est un homme formidable, mais aussi un dramaturge incroyable, qui m'a vraiment guidé. Et avec Lali, qui est là-bas au fond, qui a enfin fini de travailler. Et voilà. Et à notre on est allé chez elle. Et là, l'idée, c'était de ne pas imposer. Donc c'était toutes les questions qu'on lui avait posées, tout le temps qu'on a passé chez elle, où elle décrivait les cuisines que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a construit. Et Eulalie, et surtout, beaucoup, retranscrivait tout ce que maman disait. On devenait fou, hein. On a des pages et des pages, des vidéos, on a tout filmé. Et après, on a tout lu ensemble, nous trois, sans maman. Et on a trouvé un lien dramaturgique, le père, les époques. Enfin voilà, on a fait notre travail mais on a choisi ces mots. C'était ces mots qu'il me fallait. Moi, mes mots, ils étaient dans le début de lettre. J'avais commencé un début de lettre parce que j'avais quand même quelque chose à dire. Je disais, oui, voilà, il y a cette lettre. Et puis mon dramaturge, il m'a juste aidé. Il m'a dit, développe sur la honte. Sur le fait que toi, tu n'as jamais eu honte. Je trouve ça intéressant. Ouais. Parce qu'évidemment, quand... voilà, des auteurs comme aujourd'hui, évidemment, qui font tous partie de la mouvance d'Annie Ernaux, comme Didier Ribon ou Édouard Louis ou d'autres, je veux dire, ils parlent tous de la honte. Et c'est vrai que moi j'avais écrit ce truc que j'avais pas honte, et du coup en partant de ça j'ai développé. Donc la littérature s'est développée d'un côté avec ça, mais sinon pour le travail d'écriture à la base, en tout cas avec maman, l'idée c'était de ne pas imposer. Je voulais qu'on fasse un spectacle par rapport à elle. Je voulais pas faire un truc fort, je voulais pas qu'on fasse un truc, tu vois, branché ou je sais pas quoi. Non, je disais, voilà, j'avais plein de signaux rouges comme ça quand je voulais faire un truc qu'elle allait. Je dis non, on va pas faire ça, on va faire ce qu'elle veut. Et comment est arrivée cette idée où on vous voit au début du spectacle progressivement, on ne sait pas trop où vous allez aller, mais on vous voit progressivement vous habiller avec les habits qui ressembleraient à ceux que votre mère avait portés plus jeune. Comment ça c'est arrivé ? Parce que ça, c'est une idée assez étonnante. On se demande ce que vous faites, et puis d'un seul coup, vous lui demandez, c'était bien à ça que tu ressemblais, maman ? Comment c'est arrivé cette idée de transformation physique et de reprendre ? En plus, c'est la mode de Brigitte Bardot. J'imagine que dans la coiffure, vous êtes très inspirée. D'ailleurs, la coiffure de Brigitte Bardot, en tant que... J'étais plus jeune que... j'avais 14 ans et j'étais folle de Brigitte Bardot, qui, elle, jouait déjà dans des films. Elle avait ses petites robes à Vichy et tout ça. Moi, j'avais
12-13 ans. Oui, non, mais parce que je crois que sa coiffure, ça a été une folie. Qu'à un moment, toutes les jeunes filles du monde entier se sont coiffées comme Brigitte Bardot. Et est-ce que c'est cette coiffure-là, qui est celle de Brigitte, là, qu'on voit un peu, que vous reprenez dans le spectacle? Non. Non, on a fait la copie, vous voyez, à la vidéo Super 8 qui apparaît, où on la voit. Voilà, c'est le coup de chance. On a reçu un jour, il y a des années, maman a reçu une Super 8 de elle quand elle avait donc 16 ans, qu'on voit quand elle est derrière en blonde. Et donc, on avait toujours dans ses archives la robe rouge, qui est la vraie robe. C'est à moi, oui. C'est la sienne. C'est ma robe. On m'a juste fait un body. J'ai fait mes soirées. Oui, elles avaient l'air sympathiques ces soirées d'ailleurs. Bastien Poncelet qui a fait la scénographie et les costumes. Je l'ai choisi de travailler avec Bastien parce qu'il travaille vraiment bien, mais aussi c'est un transformiste. Il a aussi un personnage de cabaret qui s'appelle Kimi Amen. Et il travaille à Paris au cabaret Georges, mais il travaille aussi en Belgique. Il est belge et il est prof à la Cambre. Et quand on a travaillé, il a repris des photos. On a passé plein de temps chez maman. Donc on a pris plein de photos. Et c'est ça les bodys que je mets. C'est les bodys, j'en mets 2 parce que d'abord c'est ses formes reprises d'après les photos d'elle et la vidéo quand elle avait 16 ans. Et puis après j'enlève parce qu'elle maigrit pour avoir les formes de quand elle a 35 ans. Et la robe rouge et la robe d'époque, on l'a juste un peu agrandie parce que sinon je rentrais pas dedans. Et le tailleur bleu est refait exactement par rapport à des photos de la vidéo Super 8. Donc il est refait et sur les détails. Oui. Enfin, il a demandé à maman, puisqu'on n'avait pas de photo, on n'avait que cette Super 8, elle a dû décrire la robe et elle a dit oui c'est ça. Et les couturières ont travaillé avec Bastien et on a refait le costume d'époque. Oui, il y a un véritable souci d'authenticité. Ah oui. C'est là que le théâtre arrive. C'est là que le théâtre arrive que je trouve ça drôle. Cette coiffure que j'ai, c'était une coiffure à la mode à l'époque. On crêpait les cheveux, la laque venait d'arriver. Et on faisait comme des œufs de Pâques, là, au-dessus. C'était, mais c'était la mode. Je sais qu'il y a des spectateurs qui ont vu le spectacle hier, qui sont revenus pour vous entendre. Peut-être que dans l'assistance, vous avez des questions, des témoignages particuliers à apporter. Et je vous invite à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous tendre le micro. Et je vais vous donner mon micro. Non, mais Cédric, voilà, madame. Vous vous présentez ? Oui, Claire. Voilà, j'ai pas vu le spectacle hier, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai une question et juste après un commentaire général. Ma question c'est, du coup, à chaque représentation, vous dites pas exactement la même chose. Ça bouge, ça peut bouger. Ça peut bouger, oui, ça peut bouger parce que j'ai fait plusieurs choses à ce moment-là. Oui, ça peut bouger, mais ça reste toujours quand même la même squelette, réponse. Mais oui, ça bouge. Je ne dis pas toujours le même mot. Voilà, c'est... Et du coup, je voulais vous remercier pour ce spectacle, parce qu'en fait, il parle de toutes les femmes qui se sont battues. Moi, je pense beaucoup à ma grand-mère, qui a divorcé aussi en 67, avec 7 enfants, qui n'a pas eu la même vie, qui était ouvrière. Mais pour moi, c'est la puissance du spectacle, c'est qu'il est universel, en fait. Et vous ne parlez pas que de vous, en fait, vous parlez de tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci. 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 C'est en effet vrai qu'il y a peu de femmes qui avaient divorcé dans les années... Là, en l'occurrence, le divorce, la date, c'est 82. 82. On vous voit, 4 garçons combattantes. Il y a cet épisode qui est assez étonnant, qui est évoqué, les amitiés. Il y a une vraie césure aussi avec quand vous êtes une femme mariée, vous vivez dans un environnement avec des couples. Les amis, oui. Et le fait d'avoir divorcé, c'est plusieurs années où les gens vous tournent le dos. Oui. Parlez-nous de ce que vous avez ressenti à cette époque, quand ces amis vous tournent le dos. Mais du fait que je ne les avais pas... je ne leur ai rien dit quand je suis partie. Pourquoi ? Parce que, je le dis on ne parlait pas de notre vie privée. Donc, je ne l'ai pas parlé. Et puis, je suis partie. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit pourquoi. On n'a pas su ce qui se passait dans mon ménage, tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont plutôt restés du côté de mon époux, qui, lui, voyait sa femme partir avec ses 4 enfants et il était tout seul. Donc, ils m'ont tout à fait lâché et ils sont plutôt occupés du côté de mon mari. Ça a quand même duré 5 ans.
Et voilà. Et aussi le fait que, comment veux-je dire, il ne comprenait pas, puisque... Et puis lui, il pouvait dire ce qu'il voulait, de toute façon, mais ce n'est même pas ça, c'est le fait que j'avais rien dit. J'avais rien dit. Voilà. Et ça, lui, il a dit, elle est partie, ça, voilà. Et ils m'en ont voulu, quoi. Et après, quand je leur ai raconté, quand on s'est remis ensemble, à la communion de Cédric, un peu après, je leur ai dit ce qu'on vivait, comment ça allait, tout ça. Et alors, ils tombaient des nues, quoi. Ils disaient, mais enfin, t'aurais dû dire... J'étais pas une femme battue, hein, c'était plutôt en parole. Hein. Encore heureux. Oui, on comprend bien. Pas du tout. Non, ils s'entendent très bien. C'était quelqu'un qui était gentil, qui était travailleur, il avait des qualités. D'ailleurs, on est encore très bien maintenant. Il a fêté ses 80 ans, j'y suis allée, quoi. Non, il est marié, voilà, non, il y a aucun problème. Je l'invite à la maison, il vient de manger, et voilà. Mais il a moins changé. Comment? Quoi? Avec tout l'amour que j'ai pour mon père, il a moins changé. Oui. Il n'a pas changé. Non. Ouais. Il n'a pas changé. C'est un spectacle qui lui a adressé, peut-être d'une certaine manière. Oui, il viendra pas, il peut pas le voir. Mais non, mais en plus, je m'entends super bien avec mon père. Il était dans le spectacle précédent et il se réconciliait avec ma mère en caméra. Il était filmé. Mais c'est diffusé où l'émission? L'émission sera diffusée sur le site. Il n'allait pas en direct. Non, mais je veux dire, voilà. Mais l'émission sera diffusée, donc vous me donnez l'occasion de le dire sur le site internet du théâtre Dijon-Bourgogne. Et puis la semaine prochaine aussi sur Radio Campus Dijon. Alors, oui. Mais il y a encore beaucoup d'hommes qui considèrent, même il n'y a pas besoin des différentes générations, mais que la femme est encore à la cuisine et qu'elle fait à manger, et que je sais pas. Oui, ça, et que c'est sûr. exceptionnel quand l'homme débarrasse. Trop bien. Super. Oui, c'était... Et chez mes grands frères, je l'ai vu aussi, je veux dire, avec mes frères ont 10 ans de plus que moi, donc je l'ai vu ce combat, et je le vois aussi sur les gens de ma génération. Je parle et après, j'ai même pas envie de parler des couples hétéros, parce que ça peut se reproduire aussi chez les couples homosexuels et tout ça. Avec enfin voilà, moi avec mon mari, tout ça, on en parle de tous ces trucs là, du rapport de comment est-ce qu'on vit au même endroit, quoi, en fait. Comment est-ce où on se partage les choses par rapport à des qualités qu'on a peut-être, des choses qu'on préfère faire, des choses qu'on aime moins faire, des choses, je sais pas, c'est une discussion, et c'est pas un combat, mais donc du coup c'est encore souvent des revendications, et il y a des gens qui laissent pas place aux revendications. Donc mon pauvre papa, il est adorable, mais mon papa, et il a 81 ans, mais ouais, je pense qu'il réfléchit pas à tout ça, il s'en fout. Mais mes fils, ils gardaient les enfants, ils font à manger. Richard est toujours à la... Là, vous n'avez pas dit la même chose tous les deux. Ils gardaient Max. Et là, je ne dis rien. Et là, c'est mais oui, mais c'est vrai, je le dis parce que je l'ai vu. Je l'ai vu qu'ils gardaient les enfants, ils faisaient à manger, et encore maintenant. C'est parce que c'est le positif, Jo. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est vrai, il y a une part de vérité. Oui, voilà. Parce que c'est des Et puis hommes de c'est pas ses une même enfants. génération. Donc c'est des hommes en questionnement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des schémas qui se reproduisent et qui sont difficiles. C'est pour ça qu'on parle, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, de la déconstruction. Donc évidemment, elle a raison. Mais il y a quand même eu des étapes, il y a quand même eu des disputes, il y a quand même eu des choses. Parce qu'il y a un combat continuel qui ne devrait plus exister. Oui, on l'espère pour les générations d'après, qui je sais pas, je veux dire de 20 ans, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête à un moment, que ce soit même plus une question. Oui. C'est ça le problème. Mais on voit bien qu'il y a des résistances. Grave. Importantes encore, malheureusement. Mais bon... On vous remercie. Merci à vous. Merci à vous pour ce spectacle. Merci beaucoup. Héritage qu'on vient de voir. Merci à vous. Ce soir à l'Athénéum. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.